Salut à vous, fiers métalleux. Aujourd'hui on parle de l'année 1988 et c'est toujours aussi chaud dans le monde du métal. Alors comme chaque année il y a une flopée d'albums monstrueux qui sont sortis et il y a des choses à dire sur chacun d'entre eux. Et comme ça devient de plus en plus difficile de faire le tri dans les albums qui sortent, eh bien je vais m'autoriser une petite digression dans le traitement de cette émission. C'est-à-dire que pour avoir une vue d'ensemble, je vais essayer de parler d'un petit peu plus d'albums. Cependant, comme cette émission doit rester un format court, et ben je vais en parler un petit peu plus succinctement. Voilà, je vais un peu plus les survoler. C'est bon pour vous ? Bon, tout d'abord on va parler un petit peu d'Halloween, que j'avais oublié de citer dans l'épisode précédent, et qui a sorti en fait d'une année sur l'autre le très fameux duo Keeper of the Seven Keys 1 et 2. Alors, aujourd'hui on parle du 2, mais faites-vous les deux albums d'affilée, ils valent clairement le coup. Ils valent le coup si vous aimez le heavy mélodique qui enchaîne les riffs lumineux et les solos épiques, parce que oui, Halloween est monté en grade depuis le premier album, et avec cette doublette, les Allemands s'imposent vraiment comme des références dans le style. C'est plein de tubes, comme Eagle Fly Free, Halloween ou encore I Want Out, et ça se libère vraiment des influences trash un petit peu simples qu'ils avaient à leur début. C'est aussi l'arrivée de leur nouveau vocaliste Michael Kiske qui va leur apporter la crédibilité qui pouvait leur manquer jusque-là. À partir de là, les lignes de chant seront beaucoup plus justes et maîtrisées, rivalisant parfois sans trop de difficultés avec celles de Bruce Dickinson. Bon, il n'y a pas la même prestance, mais voilà quoi. Pour les assoiffés d'épique et de cavalcade, Keeper of the Seven Keys 1 et 2, c'est les albums qu'il vous faut. Et en plus, ils sont sortis ensemble dans une même réédition en 93, donc ça va pas être trop difficile à trouver. Rappelez-vous, en 1986, Slayer et Metallica avaient chacun sorti une pierre angulaire de la scène trash américaine, pour ne pas dire des immenses classiques incontournables, Raining Blood et Master of Puppets. Chacun de ces albums a profondément marqué l'histoire du métal, que ça soit pour leur efficacité, sa violence pour Slayer et sa composition pour Metallica, et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment succéder à ça ? Bah oui, parce que quand on pose un machin pareil, on attire sur son successeur une pression énorme. Est-ce que ça va être possible d'être à la hauteur ? Est-ce qu'on va pouvoir rivaliser ? Alors, pour les gars de Slayer, la réponse est non. Voilà, voyons ce qu'ils avaient accompli avec Raining Blood, ils ont tout simplement décidé que c'était impossible de réitérer l'exploit, et du coup, ils se sont tournés vers une autre façon de composer, une autre facette de Slayer. South of Heaven, le successeur en question, se veut donc moins rapide, moins violent, mais aussi plus lourd et plus sombre. Les compositions se font moins complexes, le chant d'Araya un peu plus subtil, les solos aussi. En quelque sorte, on peut dire que Slayer change de terrain de jeu après avoir tout niqué sur celui de la violence. Metallica, qui quant à lui doit succéder à Master of Puppets, décide de sortir petit à petit des sentiers du trash à qui ils avaient donné eux-mêmes ces lettres de noblesse, pour s'appuyer un petit peu plus sur la rambarde du heavy, avec And Justice for All. Le tempo ralentit, les riffs sont moins furieux, et le groupe va même jusqu'à s'offrir des passages assez doux, comme cette très fameuse intro de One, et même si certains regrettent un petit peu cette accalmie dans leur musique, l'opinion générale en fera quand même un succès, notamment grâce à l'appui des tubes comme Black End, l'instrumental To Live is to Die, One et le morceau éponyme. En conclusion, deux albums qui n'ont pas la prétention de vouloir détrôner leurs prédécesseurs, mais qui font quand même vachement bien le taf, et qui resteront aussi dans l'histoire à leur manière. Mais bon, si tout le monde ralentit, si tout le monde calme le jeu, où est-ce qu'on va trouver de la violence ? Carcasse. Eh ouais, bon, j'exagère un peu quand je dis qu'on va pas trouver de la violence ou quoi, parce que entre le Prozzy de Death
ou bien From Enslavement to Obliteration de Napalm Death, on a quand même de quoi faire hein, en termes de bourrin, ça va. Surtout que c'est deux albums quand même bien cultissimes. Mais si Carcass se décarcasse... Si Carcass se décarcasse... Putain, j'aurais dû le mettre quelque part dans le texte, ça. Mais si Carcass se démarque cette année-là, avec leur premier album, c'est principalement pour la crasse dont il est fait, quoi. Une musique brutale et sauvage, servie par une production de merde. D'ailleurs, le groupe a toujours détesté le son de cet album, et en veut vraiment à son ingé son. Ça n'a pas empêché l'album d'avoir son petit succès que l'on peut d'ailleurs attribuer autant à la musique qu'à la pochette, qui à l'époque est vraiment choquante. Alors c'est un collage de vraies photos d'autopsie, et d'ailleurs à l'époque la censure n'a pas tardé à venir frapper à la porte du studio. L'album est donc sorti avec différents visuels, mais le meilleur reste bien entendu celui-là, puisqu'il reflète au mieux l'aspect dégueulasse et chirurgical de la musique. D'ailleurs, c'est Jeff Walker, le chanteur du groupe, qui a réalisé ce collage, et il est notamment responsable de la pochette du premier album de Napalm Death, Scum, qu'on a vu la dernière fois. Pour cet album et leur prochain, Carcass sont considérés comme les fondateurs du mouvement gore grind. Et encore aujourd'hui, un tas de musiciens se revendiquent de l'influence de Carcass, alors qu'ils ont complètement changé de style aujourd'hui. Mais ça, on y reviendra plus tard. Maintenant, on passe à l'album d'après. Eh ben oui, j'étais passé à côté de Manowar en 1982, mais il faut quand même que j'en parle un petit peu, et là ils sortent leur album Kings of Metal, qui est un de leurs albums classiques, donc c'est l'occasion. Et c'est aussi l'occasion de constater que malgré l'émergence et le développement de tous ces nouveaux styles dans le métal, le bon vieux heavy n'est pas en reste, et nous balance toujours ses refrains entraînants sur fond de batterie martiale et de riffs bien burnés. D'ailleurs, ça me donne l'occasion de parler un petit peu de la virilité au sein du heavy metal, et surtout chez Manowar. Je veux dire, le groupe se représente comme une bande de héros musclés et huilés, adulés par des nanas presque nues au sommet d'une montagne, brandissant fièrement leur grosse épée, j'allais dire leur grosse épée. Manowar, c'est du heavy metal pur, avec des thèmes quasiment parodiques tellement c'est cliché. Vous le savez peut-être déjà, mais il y a sur internet un générateur automatique de paroles de Manowar qui écrit des chansons entières à base de mots-clés, et franchement, c'est pas tant que ça éloigné de la réalité. Allez essayer, c'est plutôt marrant, le lien sera dans la description de la vidéo. Bon, c'est simple, mais c'est efficace, et si vous jouez le jeu, il y a moyen de bien kiffer. Bon, moi parfois j'ai un petit peu de mal à me laisser emporter, mais c'est pas impossible, donc baissez pas les bras si vous êtes comme moi. Bon, là, je vais pas m'étaler trop longtemps parce que, malgré les conseils de Christoph the Noise, eh ben, j'ai jamais écouté de Queensryche avant cet épisode. Mais là, vu la réputation du machin, je pouvais pas trop passer à côté, donc on va le faire. Concis, mais on va le faire. C'est un album de heavy metal progressif, il raconte une histoire, il dure 1 heure, il est épique, culte et bien. C'est bon, j'ai bien fait là? Bon, au-delà de ça, oui, c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de progressif dans cette émission. À cette époque-là, c'est plutôt dans le rock hein, qui se manifeste, et dans le métal, il est encore un petit peu timide. Et si il prendra vraiment son envol dans les années 90, on a là, en 88, un album précurseur dans les oreilles. Operation Mindcrime est donc ce qu'on appelle un concept album, c'est-à-dire un album qui raconte une histoire et qui la développe au fur et à mesure des titres. Bon, il y a d'autres cas de figure, mais là, c'est celui-là. Et c'en est d'ailleurs un exemple des plus connus dans la scène métal parce qu'il serait a priori l'un des premiers. Et il s'impose complètement en paysage hein, à l'époque, puisqu'il se voit gratifié d'un joli disque d'or et même un disque de platine aux États-Unis. Donc autant dire que c'est pas Napalm Death qui va rivaliser en termes de popularité à ce moment-là. Hein. On a donc une musique heavy, certes, progressive, certes, mais accessible et vraiment très prenante. Ce bougre de Christophe ne s'y trompait pas quand il me conseillait d'y poser une oreille. Voilà, maintenant c'est fait, et autant dire que j'ai bien kiffé. Et qui ne kifferait pas d'ailleurs. Voilà, stop, c'est fini pour aujourd'hui. Alors il y a encore des dizaines hein, d'autres albums dont on pourrait parler, mais dans le cadre de mon émission, voilà, ça suffit.
Alors je vous encourage à prendre le temps d'aller écouter le métal des temps jadis, parce qu'il ne perd pas en valeur, et parfois même l'inverse. Prenez soin de vous, à plus.